Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonsoir à tous. On va commencer, on va parler de ruralité. La ruralité, c'est à la fois si proche de nous et pourtant si loin. Proche de nous pour deux raisons. Il représente près de la moitié du territoire français, ce qu'on appelle les territoires plus, Claire Desfosses me dit plus, et que l'on peut dire qu'une grande partie de nos ascendants, selon quel âge nous avons, étaient des agriculteurs, ou en tout cas vivaient en territoire rural. Avant, évidemment, toutes les mutations absolument colossales qui ont transformé nos sociétés après la Seconde Guerre mondiale, des mutations dans à peu près tous les domaines. Et puis lointaines aujourd'hui, parce que 80% ou à peu près des Français vivent dans ce qu'on appelle des zones urbaines, des villes ou des espaces urbains, c'est-à-dire plus anthropisés, plus denses, beaucoup plus denses. Et en même temps, c'est même 80% de Français dont je fais partie sont très éloignés finalement aujourd'hui de toute forme de contingences qui sont liées aux saisons, à la manière dont on est nourri, par exemple, à la manière dont fonctionne ce monde qui est à la fois si proche et si loin. Et pourtant, ces territoires, entre guillemets, puisqu'on les appelle comme ça depuis Paris, sont à nouveau regardés par différents endroits. Et nos trois invités n'ont eu de cesse de les regarder, de les habiter, de les considérer en architecte, en photographe, en géographe. Et puis, je pense, moi, de manière plus personnelle, à des livres. Je pense à Miette de Pierre Bergougnoux, qui m'a particulièrement touchée. Je pense à un livre très récent que je vous conseille de Marie-Hélène Lafont, qui s'appelle Hors champ. Tous eux, d'ailleurs, sont du Cantal ou du Corrèze, je crois, qui sont installés dans cette ruralité-là. Je pense également à 20 dieux, un premier film de Louise Courvoisier que je vous conseille, qui se passe dans le Jura, qui là aussi renouvelle les regards sur la ruralité. Et puis je pense plus proche de nous, dans notre géographie, à Raymond Debardon, qui était de Villefranche-sur-Saône, et qui a aussi beaucoup photographié la ruralité à plusieurs moments de sa vie. Et peut-être continue-t-il encore. Donc, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir Simon Tessou, architecte, bonsoir, installé au Rouget, dans le Cantal, vivant au Rouget, dans le Cantal, et qui a publié le livre qui est sur la table, qui peut circuler, qui s'appelle « La fabrique des possibles », l'année dernière, aux éditions 205. Et puis, nous avons également Claire Delfousse, qui elle aussi vient de publier chez 205 un livre qui s'appelle « Arbres, bruits, cabanes, abécédaire affectueux de la ruralité », qui est géographe, ruraliste, enseignante à Lyon 2, chercheur. Et puis enfin, à côté de moi, Nicolas Criff, qui est photographe, mais qui anciennement a été historien et qui va nous montrer des images parce qu'il travaille sur la ruralité également, en Sarthe plutôt, dans l'Orne également. Et notamment à travers deux séries. La première s'appelant Jour de fête. C'est en hommage à Jacques Tati, peut-être. Mais au pluriel, tout à fait. Et en vertu des pouvoirs conférés. Donc, je voulais commencer par une question que je vous adresse à tous les trois, puisque comme je le disais, vous considérez la ruralité, vous l'habitez, vous la regardez. Quelle serait votre définition personnelle de la ruralité? Donc peut-être Simon Tessou pour commencer. Une définition de la ruralité. La vôtre. Je dirais peut-être un territoire de proximité. Voilà, un territoire de proximité où on connaît ses voisins, on connaît son maire personnellement. Voilà, peut-être que c'est ce qui, je pense, incarne le plus la ruralité, au sens où la densité démographique est faible, donc on connaît ses voisins, tout simplement. On connaît ses voisins. Oui, Claire... on connaît ses voisins, on connaît
On connaît à peu près, si peu qu'on habite une commune assez réduite, on connaît au moins visuellement à peu près tous les habitants de son territoire. On se dit bonjour. Et on se dit bonjour, oui. On se reconnaît. On peut même échanger quelques mots, même si finalement on n'a pas de relation amicale ou familiale, quoi. Merci. Claire Delphos, peut-être. C'est compliqué pour moi, une définition personnelle, parce qu'à force d'essayer de donner des définitions aux étudiants, ma vision personnelle est un peu, s'écrase un peu. Pour moi, c'est aussi une partie de ma vie, c'est pareil, où un espace de proximité, un espace effectivement où on connaît les gens. On les connaît et on sait qui, comment, pourquoi. Mais j'ajouterais aussi proximité, mais parfois aussi proximité ou peut-être parfois un peu clivage ou aussi éloignement. Enfin, personnellement, ce qui m'interroge aussi, c'est la mobilité. C'est les façons de se déplacer, d'aller de l'un à l'autre. Donc, on se déplace à pied, mais en voiture aussi, qui est aussi quelque chose qui est fondamental dans la vie rurale. C'est aussi, pour moi, si c'est très personnel, moi j'y mets l'agriculture sans résumer le rural à l'agriculture. On est bien d'accord, c'est différent. Moi, ça me marque beaucoup. C'est des paysages agricoles aussi très différents, très, très différenciés. Et puis, j'ajouterais, par rapport peut-être aux paysages et à l'attachement à certains paysages, moi, j'aime les paysages dans lesquels il y a des animaux. Voilà. C'est l'attachement, c'est mon côté fromage. Voilà. Il y a des animaux en ville. Il y a des rats, des pigeons, Oui, c'est pas. des chiens, des chats. Voilà, c'est pas complètement le même. C'est pas les mêmes, rapport aux c'est pas les animaux. vaches, Non, les chèvres. voilà, c'est ça. Dommage que nous n'ayons pas de vaches et de chèvres partout. Nicolas Criff, peut-être, la vôtre, de définition de la ruralité. Ce sont des territoires à l'habitat dispersé. Ce sont des paysages. Et c'est une nature très maîtrisée, très travaillée, pour moi. Le plus souvent, en tout cas celle que je fréquente. Je ne suis pas auvergnat, ni cévenol, donc ce sont des paysages plutôt maîtrisés que ceux que je parcours tout le temps. Maîtrisé au sens très travaillé. Travaillé par l'homme depuis toujours. Je veux dire par là que je suis dans une région qui était une région de bocage, qui l'est beaucoup moins qu'elle ne l'a été, mais elle est encore travaillée. Les bocages ont été détruits pour faire du open field, donc ça reste quand même ce n'est pas la nature. Enfin bon, même on va peut-être pas s'engager sur la question de la nature ici parce que ça serait trop casse-gueule, mais ce sont des paysages végétaux et animaux travaillés, voilà. Et un habitat dispersé. Et ce qui est très important, effectivement, c'est la question du rapport au déplacement aussi en campagne qui est essentiel. Enfin, on va pas revenir sur le mouvement des Gilets jaunes et tout ça, mais enfin, c'est vital pour les gens qui vivent en milieu rural. Et alors, vous dites des paysages très travaillés, mais est-ce qu'il existe encore des paysages qui ne sont pas travaillés Enfin, c'est une question que je me retourne. Est-ce qu'il existe ça aujourd'hui? Prenons que la France, hein. Sans aller partout sur cette planète, mais est-ce que finalement tous ces paysages n'ont pas été travaillés avec le temps et ne sont pas tous totalement anthropisés en réalité? Il y a eu quand même... Vous pouvez tous répondre, hein. Il y a eu quand même les gros, au Moyen-Âge, les grandes déforestations qui ont détruit la Gaule qu'on imaginait chevelue, enfin qu'on a imaginé chevelue. Et depuis, on réassiste à une reforestation, enfin depuis quelques siècles. Je pense qu'effectivement, ce sont des paysages qui sont en mouvement continuel et sans doute beaucoup moins rapide que ne l'ont été les villes, voilà, ces 2 derniers siècles.
Oui, je vous remercie. Peut-être Claire Delphos ou Simon Tessou sur cette question de paysage qui serait plus ou moins travaillé par l'homme. Alors, moi, je vais rester en France, mais botter en touche serait, je pense au paysage volcanique de la Réunion, donc paysage de lave et de volcans en activité. Et là, il y a des hommes parce qu'il y a des parkings, c'est un petit peu aménagé à certains endroits, mais on ne sent pas l'aménagement, la question du travail et l'histoire derrière. Voilà. C'est peut-être juste pour donner une petite touche comme ça. Voilà. Bon, les paysages ruraux sont quasiment tous transformés, hein. Tous, y compris dans le Cantal, où il y a une densité de population à 23 habitants au kilomètre carré, parce que les paysages sont transformés non pas seulement par l'homme, mais par les animaux, par l'élevage, aussi extensif soit-il. Et pour un architecte, quand on aborde ces transformations-là, finalement, elles sont aussi importantes que ce qui peut se passer dans une métropole dynamique, mais dans un autre registre. Voilà, les forêts sont coupées, sont abattues, il y a des coupes rases, il y a des modes de gestion qui font que en fait, un paysage peut être transformé radicalement en 24 heures ou 48 heures, quand la batteuse est passée. Donc, en réalité, en termes d'espace, en fait, il y a des changements fondamentaux voilà, qui s'opèrent et pas partout au même rythme, y compris dans un territoire assez restreint. Parce qu'il y a aussi des forêts ou des fonds de vallée inaccessibles qui, eux, sont en train de partir en friche où l'exploitation forestière est impossible, en tout cas avec les outils modernes. Voilà, la batteuse ne peut pas se rentrer dans la forêt. Bon, je prends l'exemple de la forêt, mais et du coup, on a quasiment bientôt, peut-être, des forêts qui pourraient s'apparenter peut-être à des forêts naturelles. De nouveau, voilà. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'ai fait une randonnée dans les gorges de la Serre avec mon fils. Il faisait beau, j'ai décidé de ne pas travailler ce jour-là. J'ai décidé la veille. J'ai fait 35 km avec mon fils. On a parcouru 8 heures. On a fait 8 heures de randonnée et on a croisé 2 personnes. 35 km. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Et justement, on va rester avec vous, Simon Tessou, en architecte qui travaille en ruralité, mais pas que. Enfin, je ne voudrais pas vous restreindre à cette, mais aussi sur les marges et d'autres formes de territoire. Vous dites que vous essayez de dépasser les clivages. Claire Delphos a parlé de clivages tout à l'heure. Les clivages, les divisions, quoi. C'est cette idée qu'il y aurait peut-être le rural d'un côté, l'urbain de l'autre, ou d'autres formes de clivage, quoi. Donc, comment est-ce que c'est une spécificité? Je veux dire, qu'est-ce que ça engage de différent en architecte de travailler dans une commune, comme vous l'avez dit, où vous connaissez le maire, où vous connaissez les gens, parce que vous y habitez depuis très longtemps, hein, vous y travaillez, et qu'on est dans cette hyper proximité qui n'est pas tout à fait le standard habituel aujourd'hui, pour ce métier comme pour plein d'autres métiers. Qu'est-ce que ça engage de plus? Est-ce que ça permet de mieux comprendre? C'est plus énergivore? Comment ça se passe? Pour un architecte, moi je travaille beaucoup dans le Massif central, dans des situations très différentes. Néanmoins, un architecte aujourd'hui, 99% de son activité, c'est traiter des territoires un peu difficiles à qualifier, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai 52 ans, 26 ans d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, et c'est pour la première fois là, je vais faire un projet dans une ville constituée. En réalité, 100% de mes projets quasiment sont dans des territoires qu'on aurait du mal à qualifier entre la ville et la campagne, dans des situations de marge, voilà, des situations extrêmement lâches, parce que finalement, c'est là qu'aujourd'hui on construit, dans des situations périurbaines, à l'articulation entre quelques pavillons, des serres horticoles, une maison de retraite. Voilà, c'est là qu'on travaille aujourd'hui, dans des densités voilà, qui peuvent varier, évidemment. Et c'est vrai
Dans le Cantal, on a aussi parfois la chance de construire quelques édifices, mais c'est rare, dans des situations d'exception, quoi. Un peu comme un projet d'école. C'est-à-dire, on va faire un bâtiment d'hébergement au niveau d'un col où il n'y a rien. Mais ça, c'est rare. Voilà, donc, moi, quand je fais un projet au fin fond du Cantal ou dans un centre-bourg ou dans une situation périurbanisée d'une situation rurale, parce que le rural, c'est périurbanisé aussi, c'est pas tellement différent que d'aller travailler dans un quartier périurbain de Limoges ou Clermont-Ferrand. Les ingrédients du projet sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire la question du paysage, le sol, l'horizon, les masses végétales, et non pas des questions des règles de prospect dans la ville constituée qui nous entoure, qu'on a appris à l'école. Justement, on apprenait ça à l'école, quand vous étiez étudiant? Oui, on a fait beaucoup de projets dans la ville constituée. Et justement, dans la ville non constituée, dans ces territoires de marge dont vous parlez, les étudiants aujourd'hui, oui, ils font beaucoup aujourd'hui, de projets. Oui. Mais moi, j'appartiens à une génération où on faisait de nous on nous apprenait à faire de l'architecture abstraite dans des situations denses. Voilà. Aujourd'hui, j'essaie de faire une architecture concrète et non pas abstraite, et dans des territoires détendus. Claire Delphos, de votre côté, vous êtes géographe ruraliste, et donc pourquoi ce choix qui là aussi, quand vous étiez étudiante, qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix? Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à ce choix? En fait, j'ai passé mon enfance dans un territoire vraiment très périurbain, plutôt de faubourg urbain, mais au pied d'une sucrerie, donc avec le rythme de la sucrerie, voilà. Et j'ai commencé par me spécialiser dès la licence et les mémoires de maîtrise, c'est-à-dire les Master 1 sur le rural, d'abord en histoire. Donc je voulais travailler sur l'histoire de la sucrerie, mais c'était trop compliqué. Donc je suis partie sur l'histoire d'un village où mon père s'est installé en se remariant, qui était un village rural. Et à partir de là, j'ai vu l'importance du fromage, de Brie, et après j'ai fait ma thèse sur les fromages. Et de toute façon, je suis restée du coup sur cette idée de produits de terroir, d'attachement, de société rurale, parce que dans mon mémoire d'histoire, j'ai travaillé sur la Troisième République en voyant l'évolution du village et en prenant le regard d'Armand Frémont sur l'espace vécu, en l'appliquant à l'histoire, avec un directeur de mémoire qui était un spécialiste de l'histoire politique, qui m'a dit que j'avais tout traité, sauf l'évolution politique, les maires, à quel parti ça appartenait, etc. Donc c'est resté pour moi cette découverte. Ensuite, aussi découvrir, je suis originaire de la Plaine, de la grande culture, de faire un stage justement de licence en spécialisation rurale tout de suite dans le Jura au moment de l'instauration des quotas laitiers. Donc ça, c'était aussi une découverte, donc des paysages, une autre agriculture, une autre façon de vivre. Et voilà, je suis restée toujours attachée avec cette volonté de continuer à travailler sur ces thématiques, un peu envers et contre tout. Dans la mesure où à l'université, c'était quand même pas... quand moi j'ai commencé, il y avait quand même des études rurales, il y avait des labos de rural, il y avait des professeurs pour encadrer. Et après, au fur et à mesure, la géographie quand même instituée et dominante était celle des métropoles. Voilà. Mais moi, je suis restée. J'ai travaillé aussi. J'ai travaillé dans une direction de l'agriculture. J'ai travaillé après en bureau d'études en milieu rural. Donc voilà, j'ai eu un parcours de toute façon qui m'a permis de toujours travailler sur ce territoire, dans ce territoire, et de réfléchir au développement local, au rôle
enfin la place des élus, la société locale, les questions d'espace vécu aussi beaucoup. Alors, vous dites justement dans votre ouvrage, pour continuer sur ce dessin d'une ruralité, ou plutôt de plusieurs ruralités, vous dites que la notion de, parce qu'on a parlé tout à l'heure de peu de densité, mais la notion de désertification des campagnes est obsolète depuis les années 80, bien qu'il y ait évidemment, tout ne soit pas homogène sur le territoire français, il y a évidemment des différences d'un territoire à l'autre. Et pourtant, cette impression persistante de dépeuplement, c'est vrai que les urbains, en tout cas, imaginent une campagne, même si vous dites 23 habitants au kilomètre carré, c'est ça, Simon Tessou, pour le Cantal. Donc c'est vrai que c'est pas fou, comme on dit. Mais c'est peut-être pas 23, mais ça dépend des on va dire, voilà, c'est peut-être 26 ou jusqu'à 50, j'en sais rien. Ouais. Voilà. C'est Mais peu. globalement, dans le Massif central, voilà, ça varie de 20 à peut-être 50 quoi, dans les départements ruraux. Ouais. Bah, si en 35 km, vous avez rencontré deux humains, en dehors de vous et d'autres, ça fait peu. Enfin, on peut penser que peut-être c'est 23. Et donc, pour venir à cette question de la désertification qui est obsolète, c'est ce que vous dites dans vos travaux depuis les années 80, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là ? Alors, l'idée de la désertification, elle est forte, elle est liée assez historiquement à tout un discours aussi qu'on a depuis la fin du 19e siècle, en particulier le début du 20e siècle, sur la déploration. Alors, dans un premier temps, la déploration, et puis l'accélération de l'exode rural à partir après la Seconde Guerre mondiale. Il existait avant, mais il y a eu une accélération très très forte de l'exode rural dans les années 50, 60, avec tout un discours. Je me suis replongée dans les films Ina, dans aussi ce qui était écrit sur l'abandon, la logique de l'abandon, la peur de l'abandon, de la friche, des maisons en ruine, et qui caractérisait certains territoires, et qui était vrai, et en particulier dans les territoires où... ça se ressentait plus fortement dans les espaces où il y avait déjà des densités faibles. Parce qu'en fait, l'exode rural a été très, très important en Bretagne. Et personne ne va dire que la Bretagne, c'est un désert, ou même tout l'Ouest était un... Pourtant, l'exode rural a été très fort. Donc, il y a eu ce discours avec... et je n'ai pas réussi à trouver depuis quand on parle de cette diagonale du vide. Et le vide, moi, ça me choque beaucoup parce que dans le vide, il y a toujours des habitants. Je n'ai quand même rencontré 2 autour de la balade. Donc, c'est cette idée que c'est vide alors qu'il y a des gens qui habitent, il y a des pratiques qui habitent tout le temps, qui habitent de façon partielle ou qui pratiquent des loisirs. Voilà. Alors, quand je dis que cette idée de... on associe la désertification à le processus d'exode rural, on sait que l'exode rural, en fait, s'est arrêté entre 1900... Enfin, si on prend toutes les communes françaises, entre 1975 et 1980. Alors, et qu'aujourd'hui, il y a un renouveau qui continue. Alors, ça ne veut pas dire que tous les territoires ruraux gagnent des habitants. Il y a des territoires qui continuent un peu à perdre des habitants, des jeunes, mais c'est pas généralisé. Et je pense que c'est ça qui est important à dire, et dire aussi que c'est pas parce que des secteurs ruraux gagnent des habitants qu'ils sont périurbains ou qu'ils deviennent, qui sont métropolisés. Voilà. On a des façons un peu différentes. Donc voilà. Pour moi. Je vais à l'encontre de cette idée de désertification pour deux points, parce que c'est un processus, on désigne par ça un processus démographique qui n'existe plus de façon généralisée sur le rural, et puis surtout parce que ces espaces ne sont pas déserts, il y a toujours des pratiques et il y a toujours des habitants. Et si on parle de désert, on justifie aussi le recul des services, on justifie beaucoup de choses en disant que ce sont des déserts ou des espaces du vide.
Nicolas Criff, on voit vos images. Et donc, c'est des images qui ont été prises à des temps différents, dans la Sarthe et dans l'Orne. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, pourquoi vous retournez si régulièrement dans la Sarthe et dans l'Orne pour photographier ces lieux, ces personnes? Il y a beaucoup de personnes dans votre... Il y a quelques vaches aussi. Oui, il y a quelques On va le dire quand même. Et ces personnes sont des habitants et on y voit des paysages. Et donc, pourquoi vous faites ce travail récurrent dans cet endroit-là en particulier? Alors, cet endroit-là, c'est simple. C'est que j'ai acheté une maison il y a 23 ans ou quelque chose comme ça, dans le Nord-Sarthe, avec ma compagne. Au départ, on est citadin. Moi, je suis parisien de naissance, j'ai grandi à Paris. Et j'ai toujours eu, mais tout petit déjà, une attirance pour la campagne. Voilà, je vais le désigner comme ça. Il y a 23 ans, on a acheté une première maison dans le Nord-Sarthe. Au départ, je me déplaçais, je partais avec mon appareil, et puis je faisais un peu en dilettante des photos des moments de sociabilité que je découvrais. Les comices agricoles, les foires... les balles. Les balles, les courses cyclistes, etc., etc. Ici, par exemple. Et puis c'est devenu systématique. C'est-à-dire que j'ai fini par sourcer tous ces événements et systématiquement, dès que j'y étais sur place, les photographier. On a déménagé en 2012 à 25 km de la première maison, donc dans le sud de l'Orne, dans le sud-est de l'Orne, donc vraiment une région un peu frontière parce que on est à quelques kilomètres de la Sarthe, de l'Orne, on est dans l'Orne, à quelques kilomètres de la Sarthe et de l'Eure-et-Loir. Donc ce sont 3 départements et 3 régions. La région Centre, la région Pays de la Loire et la région Normandie. Pour autant, si les paysages changent, mais pas tant que ça, en vérité. Le Nord-Sarthe est une campagne de plaine plutôt, et alors que le Perche, sa réputation tient beaucoup pour cela. Ce sont des collines, beaucoup de prés, et pas que des champs, etc. Et donc là, c'est devenu plus que systématique. J'en ai fait un travail pas obsessionnel, mais en tout cas permanent, enfin régulier, quoi, récurrent. Et je me suis employé à photographier donc les moments de sociabilité dans un premier temps. C'est une série que j'ai appelée Jour de fête. Vous en parliez. Et en 2022, il y a eu une initiative du ministère de la Culture qui s'appelait la Grande Commande photographique, qui consistait à donner à 200 photographes la possibilité de couvrir le territoire français, hexagonal, dom-tom, pour faire un peu ce qu'avait fait la Datar à la fin des années 80. Et j'ai eu la chance de faire partie des lauréats. Et donc, j'ai proposé un sujet que j'ai réorienté de manière totalement opportuniste à l'époque, autour de opportuniste avec beaucoup d'intérêt, mais je voulais proposer autre chose que ce que j'avais déjà fait, de crainte aussi qu'on me dise tu l'as déjà fait. Voilà. Et donc j'ai proposé un sujet autour des figures symboliques et concrètes de l'autorité, de ce qui fait lien autorité en milieu rural. Et à ce moment-là, j'ai largement étendu mon champ d'action, c'est-à-dire j'ai continué à travailler les moments de sociabilité, les comices, les foires, les fêtes, etc., les messes, voilà. Mais également, je me suis employé à rencontrer les institutions locales. Pas toutes, j'ai pas réussi à toutes les embrasser, mais je pense aux élus, aux gendarmes, aux pompiers. Je voulais des médecins de campagne, mais le seul qui restait sur le territoire, qui circule encore en campagne, était totalement tétanisé à l'idée d'avoir un photographe avec lui, donc j'ai pas réussi. Donc je me suis rabattu sur sur des vétérinaires. et donc j'ai suivi des vétérinaires avec énormément de plaisir dans des fermes d'exploitation, dans les exploitations. Il y a une photo terrifiante d'ailleurs de 2 jeunes femmes qui sont en train de, je ne sais pas ce qu'elles font. Elles sont en train de recoudre une vache après une césarienne. Ah oui, c'est ça.
Après avoir sorti le veau, je vous ai épargné toute la séquence. C'est bien. Il y en a qu'une. Mais après avoir sorti le veau, elles sont en train de recoudre la vache. Ah Elle ne ouais. souffre absolument pas, je le tiens à le dire, puisqu'elle est anesthésiée localement. Hum. Et elle ne ressentait rien du tout. Et, et une fois ce travail rendu, publié, etc., pour la Bibliothèque nationale, pour la BNF, eh ben, j'ai fait ce que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire que j'ai poursuivi sans arrêt, en fait, sans temps d'arrêt. Et je poursuis encore ce travail. J'étais la semaine dernière à un carnaval thème cowboy. Oui, alors c'est très frappant, ça je voulais le dire à ceux Ouais, qui n'ont pas vu de photo. je termine de- Ça m'a surprise, mais voilà. C'est qu'il y a énormément de fêtes, enfin de danses, qui sont autour de l'Amérique et du, comment on appelle ça, Du rêve américain. de la country, c'est ça, Oui, de la country. Oui. avec des cours de danse, des fêtes autour de la country, etc. Et il y a une photo que je trouve très signifiante. C'est une nappe très, très française au sens À carreaux. à carreaux dont on imagine dans les manches. Mais la serviette en tissu, c'est le drapeau américain. Et c'est destiné à Lulu, hein, parce que c'est réservé cet endroit-là, donc c'est Lulu. Voilà, j'ai trouvé ça, cette pénétration de la culture, ou c'est plutôt cette persistance de la culture américaine. Alors, ce sujet-là, en fait, je voulais absolument traiter du rêve américain parce qu'il est très présent dans cet Tout à endroit. l'heure, Simon et Tissou et Claire, nous parlerons aussi du rêve américain. J'ai donc découvert qu'en Sarthe, il y avait 30 clubs de danse country. Je photographie aussi un sujet perso. Je ne m'intéresse pas au sport mécanique, mais je vais régulièrement Au 24 heures du Mans, aux 24 heures camion, aux 24 heures moto. Et c'est extraordinaire. Bon, je tourne le dos à la piste, hein, je regarde les publics. Et tout autour, le village est consacré pour chacune des deux courses au rêve américain. Il y a des immenses American Trucks. Il y a des gens qui dansent. Les gens sont habillés, j'allais dire déguisés, sont habillés en cowboys et tout ça. Donc là, je ne l'ai pas montré parce qu'on n'est plus dans le monde rural. On est sur le circuit de la plus grande course de Duro au monde. Mais c'était... Et pour revenir et donc j'ai fini à force de travailler cet espace par sans le vouloir du reste, mais travailler des sous-sujets. Et le rêve américain est un de ces sous-sujets. Donc C'est très frappant dans les images que j'ai vues, oui. Dès que je peux. Alors, il n'y a pas que le rêve américain, il y a le rêve français, vous voyez, parce que là on est avec des confréries, on est avec des confréries gastronomiques qui sont très, très actives sur les territoires. Là, toutes ces confréries-là étaient invitées par la confrérie des Chevaliers des Rillettes de la Sarthe. Et oui. Mais vous voyez, là, il y a la confrérie de la Tête de Veau, le Cochon de Bayeux, le Chausson aux Pommes, il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, j'y suis après-demain matin, puisque ce sera l'édition 2026 de leur chapitre. Donc je pense que revenir avec d'autres photos que celles qu'on vient de voir là. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé ? Des médailles. Pardon ? J'ai des médailles. De quelle Claire, spécialité ? Alors, j'ai brie de Meaux, brie de Melun, brie de Coulommiers, fourme de Montbrison, maroilles. Voilà. Vous êtes très fromage. Bah oui. Oui, Claire Desfaux nous explique. J'ai fait ma thèse sur les fromages. Sur le fromage. Mais c'est comme ça aussi. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet, ça. C'est comme ça aussi qu'on connaît ce territoire français, sa diversité. C'est quand même beaucoup avec le nom. Le nom des aliments, des produits. Je pense que tout le monde sait que le brie de Meaux, la poire de Sancy, enfin j'en sais rien, mais il y a beaucoup de choses, mais c'est une persistance ça, dans nos cultures plus ou moins anthropisées. Mais si on poursuit sur cette histoire du rêve américain, parce que je trouve que c'est quand même c'est vrai que vos photos sont très frappantes, je ne sais pas si on en verra. Je peux retourner. Oui, on en a vu, je pense. On en a vu, mais Mais peut-être Simon Tessou, Claire Desfaux, ce rêve américain dans les zones rurales, mais on pourrait en parler, voilà, par exemple, dans les zones urbaines, évidemment, dans les régions, les territoires sur lesquels vous travaillez, vous habitez.
Est-ce que c'est quelque chose, voilà, ces photos, est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru aussi frappant? Là, vraiment, on a un focus, c'est assez frappant, hein. Au-delà des rillettes et chaussons aux pommes, il y a vraiment cette chose-là. Et ça m'a amusée, avec beaucoup d'empathie. Hein. Là, c'est la Est-ce que rillette. c'est quelque chose que vous avez vu? Parce que là, on est dans la Sarthe. Est-ce que C'est quelque chose qui est complètement étranger chez nous. au Cantal, Est-ce que c'est lié à la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que ce sont des territoires qui ont été traversés par les GIs ou... Parce que chez nous, ils ne sont pas venus. Voilà. Ce que vous dites est très juste. En tout cas, je ne sais pas si c'est lié au rêve américain. En revanche, la libération du territoire par la 2e DB et les Américains est fêtée chaque année. Il y a évidemment des plots, pas des plots, enfin, vous voyez ce que je veux dire, non, des bornes. des bornes. Des bornes partout sur le chemin des différentes divisions armées, enfin des divisions corps d'armée qui sont passées par la Normandie après le débarquement pour aller vers Paris. Et donc, ça, c'est très présent, en tout cas, dans le Nord-Sarthe et dans l'Orne. Alors, c'est peut-être une particularité de l'Ouest. De l'Ouest. Oui, relié à l'histoire, en fait. Ouais. Ça, ok. En fait, je ne sais pas si c'est le rêve américain comme ça, mais la danse country, on la trouve un peu partout, parce qu'on la trouve en Seine-et-Marne, là dans la Bresse aussi, il y a des clubs de country. Donc ça, je trouve qu'on les trouve partout, mais pas forcément avec le drapeau américain comme ça. Enfin, je le lis pas comme ça. En revanche, oui, alors la grosse voiture, type cowboy, etc. Mais le pick-up, à Bourg-en-Bresse, il se porte bien aussi. Hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi ville moyenne, etc. C'est voilà, c'est. Ça, c'est une évolution récente sur notre territoire. C'est effectivement le pick-up. Le pick-up, Le pick-up est devenu, la marque d'un certain standing. voilà, rural. c'est ça. Voilà, avec les chasseurs ont leur pick-up. C'est bon. Nous, le dentiste. Aussi, oui. Mais là, vous avez abordé tout à l'heure cette question de la mobilité. Parce que qui dit, en effet, territoire moins dense, dit distance à parcourir plus grande pour tous les services de la vie. Hein, je sais pas, le médecin, les courses, enfin toute la vie, quoi. Enfin tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et est-ce que les gens s'habituent à ça? Parce que c'est une difficulté. On voit aujourd'hui, on est à nouveau dans une crise énergétique avec des dépendances, notamment au prix de l'énergie, qui sont extrêmement fortes. Comment c'est vécu cette chose-là, cette dépendance à une mobilité individuelle, désirée souvent, mais parfois très imposée en fait, parce qu'on parle tout le temps de moins de services publics, fermeture des postes, fermeture de bureaux de banque, etc. Comment les gens vivent ça? Alors, on peut dire, par exemple, que les jeunes de 18 ans, si on fait une statistique entre les ruraux et les urbains, les ruraux ont en grande majorité le permis de conduire à 18 ans. L'objectif, avoir une voiture. Donc, il y a le rêve de la voiture, de l'indépendance. C'est un exemple. Et c'est surtout la privation. En fait, c'est ne pas pouvoir avoir de voiture qui est une vraie privation pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de pauvreté. Tu le dis, hein. Une voiture, ça coûte... c'est l'essence, mais c'est pas seulement l'essence, c'est l'achat de la voiture, c'est l'entretien de la voiture. Donc c'est quelque chose qui justement est aussi peut être un frein important, enfin qui permet de voir les différences de classe sociale et de possibilités de mobilité, et les différences d'âge, parce qu'à partir du moment où les enfants commencent à cacher la clé de la voiture ou à vendre la voiture quand les personnes sont très âgées parce que c'est dangereux,
Voilà, c'est ce que disent les personnes âgées, c'est je suis plus libre, quoi. On m'enlève la voiture, je suis plus libre. Il y a cette idée-là, quoi, l'associer. Et puis aussi cette idée de c'est pas seulement un coût, c'est aussi du temps. On parlait de médecins, de vétérinaires, d'infirmiers, de personnes qui interviennent. Donc c'est du temps passé sur la route. Donc c'est ça aussi la question de la mobilité en milieu rural. Et l'absence ou la faiblesse ou la quasi-absence de transport collectif, c'est aussi de fait du temps supplémentaire. C'est-à-dire que si on veut prendre un bus pour aller à la ville, on part le matin, on rentre le soir avec les scolaires. Et dans la journée, on fait rien. C'est pour un rendez-vous d'1 heure, on part la journée. Donc c'est aussi ça, je pense, c'est ces contraintes là qui sont fortes. Mais là, vous soulevez cette question des coûts, du temps, etc. Mais Simon Tissou, ça fait quoi au paysage, cette importance de l'infrastructure, finalement? Parce que ce dessin particulier de l'infrastructure, nécessaire pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Déjà, je voudrais peut-être insister sur peut-être les 1000 histoires qu'il y a autour de la voiture. Voilà, la voiture, c'est par exemple le jeune qui vient de passer son permis, à qui on a offert sa première voiture, trop puissante, et qui, suite à une soirée alcoolisée, va mourir au bord d'une route nationale. C'est la petite voiturette qui va montrer qu'il y a un tas de personnes qui soit n'est pas capable de passer le permis de conduire, soit n'a pas les moyens, soit a été alcoolisé, on lui a retiré son permis. Il y a une voiturette de luxe aujourd'hui pour jeunes aussi. Voilà. Donc l'image de la voiturette change. Beaucoup de voitures sans permis, qui racontent plein de choses sur la société rurale. Et puis il y a effectivement cette nécessité pour toutes les familles, y compris dans la mienne, de faire en sorte que les jeunes passent le permis le plus vite possible, parce que c'est juste insupportable de les trimballer partout, aux activités sportives, tout ça. Donc en fait, il faut qu'ils passent leur permis. Voilà. Tous mes enfants, ceux de ma compagne, ont passé le permis à 18 ans, voire même à 17 maintenant, parce que sinon c'est invivable. Donc il y a toutes ces histoires autour des voitures. Il y a aussi ces histoires qui circulent sur la première famille qui a eu, la famille du village qui a eu la première voiture. Voilà, ça c'est encore là. Ou encore aujourd'hui, la première famille qui a eu un véhicule électrique, ou je sais pas quoi. Donc la voiture est omniprésente. C'est aussi quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ont une passion pour les voitures, qui les collectionnent et qui passent leur week-end à les astiquer. Voilà. Plutôt que de faire leur jardin potager. Ouais. Et l'importance du carport aujourd'hui, ça s'appelle le carport dans les ventes de maisons. On le voit, ou dans les promotions. Le carport. Le carport, c'est en fait comme il y a au moins 3 à 4 voitures par ménage, ça rentre plus dans le garage, donc c'est l'abri à voiture. Enfin, dans les espaces ruraux riches de la Bresse. Autour de Bourg-en-Bresse, là, il y a au moins 3-4 voitures. Donc, voilà. Mais pour revenir sur ce que tu dis à propos justement des petites voitures, des voitures sans permis, il y a quand même, en fait, les gendarmes, lorsqu'ils voient arriver des jeunes de moins de 25 ans dans des voitures sans permis, se disent, c'est pas forcément leur terme, ce sont des bons clients. Parce que ce sont des gamins qui n'ont pas le permis, qui se sont fait retirer, souvent, et qui, par ailleurs, circulent souvent dans des conditions qui ne sont pas les bonnes pour circuler. Donc, les gendarmes ne sont pas spécialement vicieux, mais simplement, ils essaient de cibler quand même leurs interventions et leurs contrôles. Et les voitures sans permis, vous voyez, il est en train de souffler dans le ballon, là, ou dans un truc anti-stup, je sais pas. Mais effectivement, c'est très expressif de la manière dont les gens vivent, en fait, ces véhicules. Du pick-up ou de la grosse BM ou du gros Volvo aux voitures sans permis.
et au kangourou. Moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui dans certains territoires ruraux, c'est justement et l'offensive des vendeurs de petites voitures. C'est dans le changement d'image qu'on veut donner à ces voiturettes, qui étaient justement la voiturette quand on peut pas se payer autre chose ou qu'on n'a plus le droit de conduire, etc., qui est en train vraiment de changer d'image comme la possibilité justement pour des jeunes qui n'ont pas encore le permis. Elles redeviennent très design, en Brest, c'est frappant. Et sur les pubs, les publicités, c'est vraiment frappant. Sur l'idée de faire changer d'image la voiturette. Alors peut-être que ça ne va pas jusqu'à la Sarthe ou le Cantal, parce que aussi le remonter, c'est pas montagne. Chez nous, c'est le Duster. Voilà, c'est-à-dire le 4x4 le plus économique. Mais alors justement, Simon Tessot, on parle de voiture, mais vous avez travaillé au Rouget en particulier sur justement d'autres manières de bouger à l'échelle du village, de la commune, pour retrouver d'autres formes de mobilité pour d'autres usages, et notamment des chemins piétons. Comment ça s'est passé C'était quoi l'idée? Est-ce que ça c'était une demande de la commune? Est-ce que c'est dans ce dialogue, ce fil un peu continu que vous avez avec les habitants de ce village et le maire? Comment cette chose-là est arrivée? Comment elle a été perçue? Comment est-elle utilisée? Non, c'était pas du tout une demande, c'était pas du tout verbalisé en fait, comme étant un sujet à traiter, quoi. C'est plutôt, on a un terrain vague, voilà. Et donc le maire vient nous voir et nous dit qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de. Et donc petit à petit, on commence à faire des petits projets d'espace public comme ça, de transformation. Voilà, c'est des projets très extensifs qui coûtent pas cher. Et ça nous a permis de commencer à introduire des thèmes comme celui de la mobilité. Voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise on va carrément dessiner un plan guide à l'échelle du centre-bourg, du bourg, du Rouget, qui n'était pas une commande. Donc on s'est auto-saisi en fait de ce sujet-là. On a proposé un plan guide qui permet d'articuler justement des problématiques multiples et de commencer à faire en sorte que les actions qu'on avait menées, voilà, déjà, celles sur lesquelles on travaillait et les futures puissent s'articuler de manière cohérente et donner un sens à l'action publique. Et donc là, subitement, la question des déplacements à pied sont devenus un sujet dont les élus se sont emparés parce qu'ils ont vu une chose extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on les met en place, il n'y a pas besoin d'envoyer en fait un mode opératoire aux habitants. Ils changent de pratique immédiatement. Ah oui. Y compris des gens qui se baladent plutôt prioritairement en voiture et qui votent RN, quoi. Bon, en gros, ceux-là aussi finissent par se déplacer à pied. Donc, c'est assez fascinant de voir à quel point, en fait, les territoires ruraux ne sont pas adaptés au déplacement piéton, tout simplement. Et d'ailleurs, dans ces territoires, aujourd'hui, on ne peut même plus parler d'écologie parce qu'on est inaudible. Donc, en fait, on aborde la question des mobilités d'une manière autre, comme la question de la santé. Voilà, un enfant qui arrive à l'école et qui n'a pas marché au moins une demi-heure, en fait, il n'est même pas apte à comprendre ce qu'on lui raconte. C'est physiologique, en fait. Il faut qu'il ait fait l'exercice physique. Sauf que dans les campagnes, les enfants se déplacent à peu près à 100% en voiture ou en bus scolaire, avec le ramassage scolaire. Et ils arrivent au pied de l'école et ils vont tout de suite en cours. Et ça ne marche pas. Donc, décrochage, etc. Enfin, bref. Obésité. Voilà. Donc, moi, j'aborde maintenant la question de la mobilité au travers de non plus au travers du bilan carbone, parce que je suis pas audible. Voilà. Mais plutôt autour de la question de la santé, aussi de moments de reconnexion aussi avec son prochain, quoi. C'est-à-dire que finalement tous ces parcours, ils permettent aussi de se rencontrer, d'organiser des rencontres fortuites entre les habitants et de faire société, tout simplement, plutôt que chacun soit dans sa caisse. J'aimerais creuser ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les territoires ruraux ne sont pas du tout faits pour être parcourus à pied.
Enfin, comment dire, être utilisés au quotidien à pied. Parce qu'il y a évidemment... Ils le sont en partie, Oui, mais c'est qu'il y a des ruptures. En fait, vous voyez, oui. autrefois, on les parcourait uniquement à pied, quasiment, ou à vélo, ou voilà, ou sur une charrette, je sais pas. Mais avec la modernité, avec tout ce que vous savez, hein, la démocratisation de la voiture, le développement de la maison individuelle, la séparation des fonctions, les mouvements pendulaires, la tertiarisation des ruralités, en fait, le monde a changé. Et donc, du coup, il y a des ruptures, par exemple, entre le bourg et les situations pavillonnaires. Les situations pavillonnaires entre elles ne sont pas connectées. Voilà. On ne peut pas aller du centre-bourg au pavillon, on ne peut pas aller d'un pavillon à l'autre, ou d'un lotissement à l'autre, ou quand on se déplace le long des routes, en fait, il y a un sentiment d'insécurité en permanence. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que toutes ces situations habitées sont complètement déconnectées du territoire de loisirs au sens large. Donc, quand j'entends territoire de loisirs, puisque les loisirs à la campagne, c'est pas le musée, c'est pas le théâtre, c'est pas le cinéma. C'est le VTT, c'est les champignons, c'est la pêche, la chasse, la randonnée, c'est ça. Donc, c'est le foot le dimanche. Voilà. Et en fait, c'est pareil. Toutes les infrastructures de loisirs, quand elles sont déconnectées en fait, des situations habitées, des logements, quoi, globalement, quelle que soit leur forme. Et puis, il n'y a aucune relation pensée entre les situations habitées et le territoire de loisirs élargi qui est le réseau de chemins agricoles, forestiers, où en fait il y a une quantité pharaonique de gens qui se baladent et qui les utilisent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils prennent leur voiture, ils font 1 kilomètre, ils posent la voiture et ensuite ils vont se promener. Et donc c'est ce maillon manquant sur lequel il faut travailler, reconnecter en fait finalement le territoire à l'échelle élargie. Et ça, c'est l'enjeu. Enfin, en tout cas, ça participe à cette question que vous avez soulevée de faire société. Oui, c'est une manière de faire société. C'est une manière. Du coup, on croise son voisin quand on se promène. On peut échanger 3 mots sur le temps, sur je sais pas quoi, la belle vue, sur l'arbre qui a été coupé. Ah, c'est malheureux. Ouais, ce beau chêne centenaire. Voilà, on en a fait des piquets. Bon, ok. Je peux raconter une anecdote horrible. Ah bon? Oui, parce que le maire, il m'appelle souvent pour discuter comme ça. Je suis un peu son conseiller, on va dire, en urbanisme. Donc le samedi, il m'invite dans son bureau régulièrement et puis on parle pendant 2 heures de tout et de rien. Et un jour, il m'a dit, tiens, ouais, on est en train de travailler sur le PLUI, là, il faudrait qu'on réfléchisse aux emplacements réservés. Qu'est-ce que t'en penses? Donc je donne mon avis. Je dis, ah là, tu vois, cette parcelle, elle est quand même très intéressante parce que c'est un chemin creux qui est en friche, où il y a des chênes centenaires. On pourrait le réactiver et puis, du coup, on fait continuer notre travail de charpente, de mobilité active à l'échelle de la commune. Ah ouais, super idée et tout. Ah ouais, c'est une bonne idée. Le week-end d'après, je vais me promener avec ma compagne. Tous les chênes centenaires abattus. 100%. Ça avait fuité. L'agriculteur a pris peur parce que c'est une valeur. En fait, quand on est un métropolitain, on voit les services écologiques que rend le chêne. Mais à la campagne, c'est pas comme ça que ça marche. Un chêne, c'est X piqué, X stères de bois pour chauffer, quoi. Et donc, il a eu peur qu'en fait, on allait en fait. On muséifie les chênes. Ouais, enfin, comment dire, que la collectivité allait racheter la parcelle, et il s'est dit, bon, je vais vite couper les chênes comme ça. J'aurai au moins le bois, quoi. Waouh. Mais ça apprend beaucoup de choses, en fait. Bien sûr. Ça apprend beaucoup de choses parce que, voilà, on n'a pas le même rapport au vivant à la campagne. On peut peut-être filer un peu sur cette affaire. On n'a pas le même rapport au vivant à la campagne, peut-être Claire Delfosse ou Nicolas Criff, dans vos campagnes respectives. Pas le même rapport au vivant. Oui, peut-être. Alors moi, je partirai aussi par les questions de jardinage, aussi de cueillette, parce que les champignons, la chasse, aussi dans les pratiques ou la pêche. Dans ces pratiques autour du vivant, tout en sachant que tout le monde ne jardine pas, et qu'il y a eu un peu
une rupture de génération aussi, que c'est des savoirs qu'on redécouvre aussi aujourd'hui. Ce rapport au vivant, il est peut-être quand même aussi dans, moi je dirais, regarder les couleurs, l'évolution. Enfin, il y a cette idée de couleurs, de jour, de nuit, de rythme pour moi qui est important. Parce que la nuit, on la voit, même si... Enfin, on la sent plus, elle est plus présente le jour, la nuit, enfin, il me semble. Donc, c'est au vivant et à l'environnement. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, je pense que ce rapport au vivant, il est aussi très différent suivant le type d'habitant, suivant les activités aussi qu'on pratique. Et le rapport au vivant qui permet qui permet qu'il y ait un revenu aussi, comme on disait, l'arbre ou l'agriculture. Donc peut-être que le rapport aux animaux aussi d'élevage et peut être aussi très très différent d'un type d'agriculture à l'autre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'entendre parler, par exemple, des éleveurs, de leurs animaux. Pour moi, je suis toujours passionnée sur la façon dont ils évoquent aussi le rapport à la mort, le rapport à la production de l'animal. Mais ce rapport, voilà, pour moi, est très fort. Et même des chasseurs. Alors, il y a chasseurs et chasseurs. Il y a le chasseur qui achète un droit de chasse, qui n'habite pas forcément là. Et puis, il y a le chasseur qui est là et qui va nourrir les bêtes, les animaux, ou mettre de l'eau l'été quand il fait trop sec. Donc, là aussi, il y a une diversité. Voilà. Et des rapports assez différents. Oui, alors justement, ça me fait penser ce que vous dites à ce livre, encore une fois, de Marie-Hélène Lafont, Hors champ, puisqu'il y a deux regards, parce que les deux héros sont un frère et une sœur. Marie-Hélène, c'est son histoire, et son frère. Son frère a été, parce qu'il est le fils, assigné à être celui qui reprendrait la ferme. Et elle a fait des études, elle est partie, elle est devenue autrice, professeure à Paris, et elle s'est acheté une maison de campagne à côté de la ferme où travaille son frère. Et elle profite chaque fois qu'elle vient. Elle regarde le paysage, elle retrouve avec beaucoup d'intensité les chemins qu'elle parcourt. Elle regarde tout ça, quoi, avec beaucoup d'amour. Et son frère, il est tellement usé par ce métier qu'il n'a finalement pas choisi, qu'il ne regarde plus ce paysage, alors qu'ils ont tous les deux grandi là. Enfin, ça, c'est... Mais peut-être le rapport au vivant, Nicolas Criff, parce que là, on est au cul des vaches, comme on dit. Je pense qu'il est très particulier aux campagnes, en tout cas, que je fréquente. J'ai le sentiment qu'il y a je vais les appeler campagnards pour ne pas désigner de population de CSP ou de population particulière. Hein. Et je vais peut-être être impressionniste et donc être un peu café du commerce. Je vous prie de m'en excuser. Mais effectivement, chez les éleveurs, il y a cette contradiction incroyable pour quelqu'un qui ne l'est pas, entre l'amour qu'ils portent à leurs bêtes et le sort qu'ils leur destine. C'est complètement dingue. Le rapport également qu'ont les habitants de la campagne à ce qu'ils appellent encore les nuisibles. Qui continuent à être persécutés, qui continuent à être... Or, le plus grand des nuisibles, c'est le chat, hein, qui a envahi complètement les campagnes et qui tue, je sais plus 750 millions d'oiseaux par an dans l'Hexagone. Enfin, c'est considérable. Mais alors là, pour le coup, le rapport au chat est totalement... Ça dépend. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il était sanctuarisé. Enfin, Donc, bon. Moi, j'en suis à 3. Mais je ne l'ai pas fait exprès, hein, en voiture, hein, je veux dire, par là. Mais je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je vous assure. C'est qu'il y a beaucoup de chats sauvages et que, voilà. Je suis à 3 à un chevreuil pour l'instant. Voilà. Je ne les ai pas encore marqués sur le côté de... c'est un rapport très
alors là pour le coup très distinct de celui qu'ont les citadins au vivant. C'est-à-dire qu'il est à la fois invasif pour certains par exemple pour les agriculteurs, le vivant est invasif, c'est une gêne. Les chevreuils, les sangliers, les blaireaux, les renards. Je ne sais pas pourquoi les renards et les blaireaux, mais enfin bon, en tout cas, ils sont perçus comme étant des animaux nocifs. Alors qu'en réalité, oui, pour les poules, mais en réalité, s'il y a tant de rongeurs qui détruisent certaines récoltes aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus de renards pour les. Voilà, donc c'est un rapport très, très particulier que je ne partage pas du tout. Voilà, si j'ai un côté citadin dans l'histoire, si j'affirmerais, si je devais affirmer, ma citadinité, je ne sais pas comment le dire, ça serait que j'ai un rapport au vivant qui est très distinct. Bon, parce que moi, je suis aussi un néo. J'ai une position un peu particulière, c'est-à-dire que je suis à la fois un observateur professionnel, je veux dire par là que constant. Des territoires que je parcours, et à côté de ça j'en suis un acteur d'une certaine manière, puisque je suis dans un des silos qui habitent la campagne, celui de la néo-ruralité, plutôt bourgeois bohème, plutôt cultureuse, plutôt qui cherche des aménités, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là sur le vivant, parce que je pense que je vais pas avoir un regard ici de photographe anthropologue, quoi. Voilà. Cette question du vivant, quand même, elle est fondamentale, quoi, parce qu'il y a une sorte d'inversion totale entre les campagnes et les métropoles, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, en fait, je sais pas, vous allez à Berne ou à Lyon ou à Paris ou à Nantes, quand il y a des herbes hautes comme ça, c'est cool, quoi. C'est l'expression du vivant, la biodiversité, etc. Mais à la campagne, c'est sale. C'est sale. L'herbe est sale. Alors qu'avant la modernité, on pourrait dire, l'herbe et la terre, c'était pas sale, c'était la condition des habitants des ruralités, quoi. Et donc, c'est finalement cette culture hygiéniste, en fait, a beaucoup, beaucoup imprimé dans les campagnes, quoi. Et aujourd'hui, comme il y a une surreprésentation des personnes âgées, elles sont encore très, très imprégnées de cette culture hygiéniste. Voilà. Quand il y a 3 bouts d'herbe qui apparaissent sur un trottoir, c'est sale, il faut vite les éradiquer. Et on utilise encore des herbicides, etc. Et qui les tuent. Voilà, qui tuent les personnes qui les utilisent. C'est ça qui est fou, quoi. Alors que l'herbe, c'est la vie, quoi, quelque part. Mais voilà, il y a tous ces récits à reconstruire, finalement. C'est absolument stupéfiant, quoi. Mais moi, je trouve que ça évolue beaucoup. C'est effectivement l'idée d'un champ sale, c'est un champ où il y a de l'herbe. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, du champ au jardin. Et nous, on a fait beaucoup d'enquêtes sur les jardins en milieu rural, y compris par questionnaire, etc. Et on voit une évolution dans les pratiques, même des jardiniers âgés, qui reviennent à l'herbe, les fleurs à mélanger, où on n'est plus forcément dans la ligne, où c'est bien propre. Et ça nous a aussi étonnés. Mais on voit que peut-être des regards plus citadins ou des réflexions plus jeunes commencent à pénétrer, y compris dans les pratiques jardinières. Alors, je ne dis pas encore dans les champs de céréales ou de betteraves des plaines du bassin parisien, mais si, parce que si je prends le village dont je suis originaire, ils ont tellement tout nettoyé, il y a tellement plus d'herbe, plus de talus, plus d'arbres, que dès qu'il pleut, tout déborde et les maisons sont noyées et on a des coulées de boue. Donc à partir de là, on commence à réfléchir parce que il y a un refus. En tout cas, d'abord, ça représente un coût des assureurs qui n'assurent plus sur les coulées de boue une incompréhension entre agriculture et habitants. Et de fait, la nécessité de refaire ce lien auprès d'agriculteurs qui sont... là, j'accepte l'idée qui pratiquent une agriculture industrielle et un rapport industriel au vivant. Mais voilà. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez, sur la question de
la question des mauvaises herbes, et en particulier aussi de la nourriture à partir d'herbes sauvages. Ça a été complètement oublié parce que c'était plutôt un stigmate de pauvreté, c'est ça, d'arriération, je sais pas, voilà, etc. Et donc, cette culture de la plante sauvage qu'on consomme a totalement disparu. Elle revient, mais par le biais des citadins. En fait, c'est plutôt dans le fantasme d'une campagne, d'une nature rêvée, sont les citadins qui renouent avec ça, j'ai l'impression. Oui, et avec l'idée aussi peut-être de redécouvrir des choses qu'avaient appris les grands-parents quand on était enfant. Enfin, en se promenant, on a vu une vieille personne qui se souvenait être allée... Enfin, une vieille personne qui a mon âge, justement. Elle se souvenait par sa grand-mère avoir vu, récolté tel ou tel type pour faire de la salade et y repenser aujourd'hui. Donc je pense que c'est comme ce que je disais sur les savoirs peut-être jardiniers ou ces savoirs naturalistes qui ont pu... Il y a eu cette rupture générationnelle et aujourd'hui peut-être qu'on va il y a une envie de les redécouvrir, de redécouvrir ces savoirs peut-être parce que l'intérêt vient de la ville, mais le discours quand même commence à infuser. Alors peut-être pas partout, mais je trouve, voilà, restons optimistes. Voilà. Voilà, entre optimisme, pessimisme, j'en sais rien, mais en tout cas, regardez un peu les choses en face. Sur la question des mauvaises herbes en ville, j'ai quand même le souvenir que c'est relativement récent, en fait, qu'il n'y a plus d'intrants chimiques dans les jardins publics et qu'on laisse... et je ne crois pas que ça soit totalement partagé par l'ensemble des citadins. Alors après, on pourrait rentrer, mais on déborde de notre sujet. Et puis, il faudrait distinguer les métropoles des villes moyennes. Aussi, donc on a encore beaucoup de conversations à mener. En tout cas, je vous remercie infiniment, tous les trois. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.